Quand j'étais à Lorient, il y avait un bateau qui s'appelait Toujours à l'horizon. Bon, on m'a demandé pourquoi il s'appelait Toujours à l'horizon, parce que c'était un gars qui travaillait énormément. Il arrivait, il déchargeait, il repartait, toujours au loin. Mon mari avait fait 23 ans de marine de pêche et puis il m'a dit tu vas aller voir Roger Marine. Roger Marine c'était donc un chalutier, le patron d'un chalutier qui s'appelait le Marine. Et tu vas, parce que lui il était occupé, il me dit tu vas aller lui demander quelque chose, s'il peut trouver un hangar. Et c'est parti comme ça. J'ai fondé une compagnie qui s'appelait à l'époque Toujours à l'horizon en 1993 avec Claude Landy, qui n'est plus là aujourd'hui. On était hébergés rue du Cerf-Volant, à peu près où est la médiathèque maintenant, dans un vieux hangar de bateau. C'était un ancien dépôt de charbon, en plein dans les Minimes. Et alors de là, après, on s'est mis au travail, tout nettoyer au Karcher, partout. Le fait que Claudie se soit installée au tout début dans une espèce de vieux hangar, alors là, ça sentait l'huile et c'était incroyable, c'était plein de cambouis. Et c'est le premier endroit où elle s'est installée, qui s'est appelé Toujours à l'horizon, dans la ville en bois, qui était quand même un endroit absolument unique, qui était pour les gens qui n'avaient rien, mais qui était quand même à proximité. C'était assez rigolo parce que tu pouvais mettre le plateau à un bout, le plateau à l'autre bout, ça n'aurait pas changé grand-chose. On rentrait par une porte quasiment dérobée. Oui, c'est un peu le souvenir que j'en ai. J'ai pas de souvenirs marquants, mais j'ai des sensations marquantes de cet espace, de ce côté un peu destroy, des odeurs, mais de la chaleur aussi, de ce qui s'y passait. Parce que c'était un lieu qui était porté par une conviction, par un enthousiasme. On venait découvrir un lieu qu'on n'avait pas l'habitude de fréquenter à La Rochelle, puisque les lieux culturels étaient quand même jamais installés dans ce type d'endroit. Et les projets qui s'y développaient étaient aussi très nouveaux, très particuliers. C'était une recherche, c'était une ouverture. Il pleuvait dans l'autre lieu, c'était pas possible de l'aménager, quoi que ce soit, puis ça allait être en démolition. Et à un moment, je dis à Claude, comment tu vas faire maintenant s'il faut partir? Et c'est là, moi, quand j'étais marin, je venais quand il faisait mauvais l'hiver, je venais à la cloche, là. C'était la cloche, ici, les dockers. Et je dis à Claude, viens, on va aller voir, je vais te montrer l'endroit. Les dockers dépendaient après d'un autre service et étaient obligés de partir. C'était encore un lieu d'embauche en 1996, quand on est arrivé là, voilà. Et pendant longtemps, il y a eu le syndicat CGT des retraités dockers dans 2 bureaux et on cohabitait avec eux, voilà. J'étais content parce que, en fait, c'était un endroit où j'avais travaillé. Quand il y avait la cloche le matin, c'était un peu le spectacle ici. Parce qu'il y avait les professionnels, il y avait les complémentaires, ceux qui étaient derrière dans la cage qu'on appelait. Et c'était un vrai spectacle. Moi, j'ai jamais entendu Claude et Claudie dire j'ai envie d'avoir une scène nationale, j'ai envie d'avoir un très grand théâtre. Non, c'est le théâtre pauvre, mais dans toute sa splendeur. Le territoire, pour nous, il est essentiel au projet artistique déjà à l'horizon, parce que on est dans le bâtiment des anciens dockers et où les marins aussi venaient pointer pour embarquer sur les bateaux de marine. Donc il y a vraiment le syndicat des dockers qui était encore là il y a quelques années. Voilà, il y a ce côté, on va dire, travailler autour de la mémoire, à la fois que la compagnie, qui était son identité auparavant, et puis nous aussi aujourd'hui avec beaucoup d'interviews et de récollements de parole avec les exilés espagnols, avec les prostituées, enfin les anciennes prostituées et les anciens prostitués du quartier, plutôt en associant les habitants, les impliquer d'une manière différente à partir de la genèse d'un projet artistique jusqu'au bout, donc à partir de l'interview à la réalisation avec les artistes. Mes parents étaient un peu précurseurs déjà là-dessus, c'est-à-dire que ce n'était pas que l'éducation populaire. Ça évoque des gens qui ne sont pas des colonialistes. Ça évoque des gens qui n'ont pas une soif de pouvoir. Ça évoque des gens qui ont une fidélité, et par rapport à leurs valeurs, et en même temps par rapport à un ancrage territorial. Parce qu'en plus de leur qualité, parce que je trouve ils sont ancrés là où ils se trouvent. C'est pas n'importe où ici, hein.
pas n'importe quel lieu. Ils sont ancrés dans l'histoire aussi, ils arrivent à gérer tout ça. Puis l'idée, c'était aussi dès le début quand même d'habiter l'extérieur du lieu, de faire des événements pas forcément que dans la frontière du théâtre, parce que pour certaines personnes, la porte est une frontière d'une salle de spectacle. Alors les traversées, j'ai eu l'idée de ça, pour tout dire, le 11 septembre 2001. C'est quand même une date dont on se souvient forcément. Et j'avais proposé, il y avait plusieurs auteurs pour cette première année, et j'avais proposé à une comédienne de faire une lecture de Novecento, pianiste, sur un bateau russe. À l'époque, le port était ouvert, il n'y avait pas de grillage, tout près de la base sous-marine, voilà. Donc bien sûr, vu ce qui est arrivé le 11 septembre, ça a été interdit, mais on l'a fait quand même grâce au service maritime de la DDE qui nous a aidés, donné des torches, et aussi ils nous ont servi de vigile, si on veut. Et on l'a fait, il y avait 60 personnes avec des torches pour cette lecture devant le bateau. Voilà, donc c'était épique. Les traversées, c'était des moments où on sortait de l'horizon. Je me souviens des premières traversées où le port n'était pas encore clôturé et où ce lieu faisait partie de l'environnement portuaire, où on avait des spectacles dans des wagons qui étaient sur la voie juste derrière, où ça se passait dans des moments vraiment extraordinaires, où on circulait partout. C'était passionnant. En plus, on alliait, comme souvent, les amateurs et les professionnels. Et ça faisait aussi découvrir des auteurs pas connus. Et ça, j'ai toujours été sensible à ça, au public de la Palisse et d'ailleurs, quoi. Pour moi, ça raconte toute une histoire. Donc, j'ai passé mes premiers mois à 2 rues d'ici, etc. Mon père venait ici, puisque c'était le bureau des dockers. Donc, le fait que ce soit devenu maintenant un lieu de culture, c'est chargé d'histoire, dans tous les sens du terme. Et puis, pour moi, ça fait sens, parce que dans mon travail artistique, j'ai toujours besoin d'y voir aussi une histoire sociale. C'est-à-dire que mes origines sociales sont hyper importantes dans mon parcours et que j'en parle assez régulièrement. Et que je suis heureux de voir qu'un milieu comme ça, très ouvrier, devienne un milieu culturel. Claudie a travaillé avec Claude pendant pas mal de temps sur des interviews d'Espagnols qui étaient arrivés à la Palisse sur les bateaux pendant la guerre civile. Et donc des personnes descendues de ces bateaux se sont installées à la Palisse. Et Claude et Claudie ont fait des interviews. Claude est parti avant que tout ce corpus d'interviews puisse être vraiment formalisé, exploité. Et Claudie m'avait proposé de réfléchir à ce qu'on pouvait en faire. Et en fait, toutes les deux, on les a réunies dans un ouvrage, dans un livre, qu'on a présenté ici. Et à ce moment-là, effectivement, sont revenus pour cette présentation des personnes qui avaient participé, qui étaient aussi porteuses de cette histoire-là. Donc voilà, c'est des projets aussi qui inscrivent le lieu dans le territoire. On a encore finalement du mal, paradoxalement, à faire venir ici beaucoup les gens du quartier. On a plus de gens de la ville qui viennent. Et vraiment, on cherche, hein. On cherche. C'est quelque chose, une question, une problématique qu'on trouve dans tous les lieux de création et les lieux de diffusion. Donc je ne peux pas dire que tous les dockers en retraite venaient, mais leurs femmes venaient. Très intéressant, voilà. Elles étaient adhérentes et elles venaient régulièrement. C'est ce côté vraiment lieu de vie, quoi, et où les gens, même y compris les gueules cassées aussi du quartier qui venaient, que c'était vraiment un lieu ressource, quoi. Et là-dessus, ils ont vraiment développé au travers de création, pareil, ce côté droit culturel en intégrant des habitants du quartier à des spectacles.
Donc il y avait toujours cette chose-là. Moi, j'ai jamais voulu qu'il y ait que les gens du quartier, quoi. Pas de frontières. C'est ouvert à tous et à tout le monde. Ah, vous me demandiez un souvenir à l'horizon. Ah oui, mais ce n'est pas un souvenir de théâtre, c'est un souvenir quand la porte était toujours ouverte. Hein. Oh oui, vous savez, tout au début, la porte était ouverte, n'importe qui pouvait rentrer. Et arrivaient des gens un petit peu perdus quelquefois, vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu perdus, un petit peu abîmés aussi. Et ben, c'était comme si de rien n'était, ils étaient accueillis, ils avaient le droit de rentrer, ils pouvaient faire... Et on leur trouvait une place, quelque chose à faire ou un rôle à faire. Incroyable ça, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et je me souviens des marins russes qui sont, comme il y avait un petit bar, qui sont arrivés ici, pensant que c'était un bordel. Et on leur a expliqué, personne ne parlait le russe, mais on a réussi à se comprendre et qui ont dansé à la fête avec mes étudiants après. Et je me souviens aussi d'un homme, n'était pas SDF, mais au bord, qui avait un chien qu'on appelait le vieux capitaine, parce qu'il avait été capitaine. Il venait avec son chien assister aux répétitions des étudiants ici. Et ça aussi, c'est des instants absolument merveilleux. Et ce vieux capitaine est mort un jour de vieillesse. Et comme il y a quelqu'un qui faisait partie de mes ateliers, qui s'appelait Jackie à l'époque, qui était aussi en difficulté, je lui ai fait jouer le rôle du vieux capitaine dans Les Résistants éblouis, avec son chien. Voilà. Il n'y avait pas les barrières sur le port, et donc il y avait une possibilité d'imaginaire un peu plus grande. Ils avaient reconstitué une plage devant l'horizon, donc ça c'est un peu un spectacle qui s'appelait Les Résistants éblouis, qui est un peu la marque qui a marqué pas mal de générations sur le quartier. L'histoire des gens, ceux qui de maintenant, d'hier, enfin c'est merveilleux. Les Résistants, oui, ça a été très fort, je trouve. C'était très puissant. J'ai beaucoup aimé, beaucoup. Ouais. J'ai rencontré l'horizon, c'est une belle manière de le dire, rencontré par Claudie Landy en fait, en participant à ses ateliers amateurs. Ça remonte à une bonne quinzaine d'années. Elle a toujours voulu intégrer, on va dire, la réalité sociale, le quartier. Et il y avait voilà, d'anciens dockers, des personnes parfois en situation sociale difficile, en léger handicap. Et voilà, elle ne faisait pas de différence, elle intégrait tout le monde. Et ça m'a beaucoup plu. Il faut faire attention à une certaine uniformisation, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui fréquentent les ateliers théâtre, qui sont soit des enseignants en retraite ou pas en retraite. L'époque que j'ai connue, moi, c'était vraiment beaucoup de gens en difficulté à qui on conseillé de faire du théâtre. J'aime bien les histoires comme ça, humaines, on va dire. Ils cherchent la personne dans les gens. Et cette personne, ils la respectent et ils essayent de la rencontrer. Et ça, c'est une qualité, sans juger qui que ce soit. On donne la parole, on associe à la fois des artistes contemporains et des pratiques amateurs, mais quand on fait pratiquer des amateurs, on a aussi une exigence de nourrir leur pratique en fréquentant des œuvres et des artistes. Tout ça, cette exigence-là, accède là encore. J'aimais bien monter on travaille toujours un petit peu là-dessus, faire de la théâtralisation littéraire, c'est-à-dire théâtraliser des textes littéraires avec des élèves. Et à partir de là, comme je montais du théâtre, eh bien, on a travaillé ensemble. Et on est venu jouer à l'horizon plusieurs années. Voilà. C'était très, très, très bien. Et avec Claudie, évidemment, c'est intéressant. Voilà. Elle est intéressante.
Elle arrive à penser, dire des choses et avoir un regard, un joli regard hein, sur les gens. Et moi, j'aime ça. Ma femme était instite à la Jeunette. Elle a eu le fils de Claude et Claudie dans sa classe. Et en fin d'année, il y avait toujours une fête. Alors je donnais un coup de main. Son institutrice et après directrice, c'est Marie Criard, c'est là qu'est né le Festival de la Laigne, puisque maintenant elle habite à la Laigne. Donc il a été marqué par tout ça petit. Axel, il est l'enfant des flots, comme on dirait, l'enfant de Claude et de Claudie. Et il porte avec lui, il est un petit peu, il a réussi à reprendre tout ce qu'il y avait de très profond dans leur capacité, puis de créer quelque chose de nouveau. Il est à la même écoute. Ça me parle beaucoup parce que j'aime la notion d'héritage, la notion de long terme, de voir après-demain, de voir ce qui va encore se construire dans quelques années. La notion de continuité. Je me saisis d'un lieu, d'un objet, d'une mission, je la transforme un peu, et en même temps, ça reste la même histoire, le même fil qui se tire. C'est ça, moi j'aime bien les fils qui se tirent. Et donc là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Axel a pris possession de cet endroit et de cet outil, et il ne l'a pas non plus trahi. On a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé, et on a bien vécu. Parce que j'ai oublié de dire que ce sont des gens qui savent vivre, qui savent manger, boire, chanter, danser. C'est important, ça. Hein. La culture, c'est pas quelque chose qui est à côté de la vie, qu'on ferait pour l'embellir ou pour qu'elle soit plus agréable. C'est la vie. La première qualité de l'horizon, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un collectif d'humains qui est axé sur l'humain. C'est d'abord la première des choses, sur les humains proches, avec un regard authentique quand même, et quelque chose de très... c'est très beau, quoi. C'est quelque chose de simple, hein, d'authentique, d'affectueux, et surtout très pur. Enfin, c'est peut-être un peu beaucoup ce que je dis, mais c'est ce que je pense. On a monté ce collectif aussi pour garder la mainmise sur le projet, quoi, tout en l'ouvrant et en amenant autre chose. Cette histoire de passation, c'est pareil, c'était pas quelque chose de réfléchi et une volonté familiale d'être dans quelque chose, dans une passation comme, je sais pas moi, un agriculteur peut léguer ses champs à ses enfants, quoi. Donc c'était pas, voilà, ça s'est fait naturellement. L'horizon, c'est comme un lieu intelligent et amoureux, comme un lieu qui va vraiment à la rencontre des gens, comme un lieu qui est tenu maintenant par Axel, qui a une pêche d'enfer, hein, et qui a surtout une ouverture d'esprit incroyable. C'est-à-dire qu'il n'est pas obsédé par la danse ou par la musique ou par le théâtre ou par les marionnettistes. Il est dans une histoire de rencontre, essentiellement, pluridisciplinaire. Le collectif existant, et c'est pas n'importe quel collectif, il y a quand même énormément d'artistes d'univers très différents qu'il arrive à se faire rencontrer. Et puis il gère tant bien que mal, avec pas beaucoup d'argent, on va dire, ce lieu. Donc franchement, c'est aussi un militant. Et d'une certaine façon, il est très proche des artistes. Donc je ne suis pas arrivé dès le début avec oulala, faut faire ça, avec un projet ficelé, écrit. On a écrit un projet au fur et à mesure et on a essayé de le co-construire avec des artistes et avec les partenaires qui étaient déjà existants et les partenaires financiers et le port. L'idée, c'est que déjà ça amène de la richesse et que ça soit pas, quand je dis famille horizon, c'est que ça soit pas sectaire, quoi, et que des gens puissent rentrer, des gens puissent sortir. L'intérêt, il est là, et puis il est aussi pour renouveler les spectacles et puis pour nous, quoi, pour notre curiosité. Et c'était important d'ouvrir le collectif et que les artistes ne soient pas que des artistes installés sur ce territoire, parce que sinon tu te scléroses vite, tout le monde se connaît, et du coup tout le monde connaît l'identité artistique de l'autre. Et là l'idée, c'était de s'ouvrir sur tous les sens du terme, quoi. C'est la rencontre d'univers artistiques différents, de pratiques différentes. Voilà, c'était au départ essentiellement un théâtre, un lieu de travail aussi du son avec Claude Landy.
Et petit à petit, c'est devenu un lieu où se rencontrent des plasticiens, des circassiens, des comédiens, metteurs en scène, danseurs, chorégraphes. C'est la rencontre de ces univers artistiques et l'émulation qui peut en être. En fait, parfois, on fait travailler des artistes qui ne se connaissent pas, qui ont des médiums différents. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Et c'est ça qui est beau et intéressant. Voilà, c'est justement ce qui peut émerger de ces rencontres. Je peux je peux créer des formes inexistantes avec des gens qui ont plus d'expérience que moi déjà, parce que je crois que je suis la plus jeune je suis la plus jeune du collectif. Et ouais, c'est des artistes qui m'ouvrent énormément, qui sont loin de tout ce que... qui sont loin des célébrités, en fait, de la célébrité, du star system. Je fais partie du collectif comme photographe depuis les origines. Quand Axel a repris donc le théâtre Toujours à l'Horizon, qui est devenu le collectif L'Horizon, bah, moi j'ai dit oui, j'ai dit mais en quoi ça consiste? Je ne le sais toujours pas, mais si j'exagère un peu quand même parce que Axel il est vraiment très bien et il a quelque chose, ça va le faire rougir, mais il n'a pas de velléité expressive ou pour dire un plus artistique. C'est-à-dire que c'est un pur directeur. Voilà. Il administre, il organise, mais il ne te dit pas ah bah tiens toi je fais des photos. Enfin comme on voit des fois on va dans des endroits et les gens pas du tout. Donc ça c'est très clair avec lui et c'est formidable. Le premier projet qu'on a fait ici quand je suis arrivé, c'est un ring de boxe là sur le plateau. Et on a fait c'était des Ukrainiens d'ailleurs, un match de boxe pro, poids lourd, avec un arbitre et tout. Et Igor Potojny, qui est dans le collectif, du coup, le comédien, qui faisait Monsieur Loyal de l'événement, et une battle instrumentale entre donc François Desbrach et Alejandro qui s'affrontaient sur le ring en musique, quoi, après le match. Et on avait sonorisé les coups, les gants et le ring. Donc il y avait un truc très... vraiment un public de boxe qui est venu, qui n'avait jamais vu un spectacle. Enfin voilà, l'idée c'était de déjà travailler de manière transversale et en lien pas qu'avec le secteur artistique. L'une des premières choses que j'ai vues ici après l'arrivée d'Axel, c'est un ring de boxe dans cette salle, sur le plateau, un ring de boxe et un duel entre un comédien et un accordéoniste, voilà, par exemple. Moi, j'avais jamais vu ça. Donc on a une idée un peu improbable et on se dit non, on se dit pas c'est trop improbable, on le fait. Moi, à chaque fois que je vais à une audition, je dis jamais que je suis comédienne, autrice, compositrice, interprète et acrobate. Je dis jamais ça, parce que ça ferait peur aux gens. Ici, c'est une force. Ici, c'est une force d'avoir plein de talents et de les mélanger, parce que quand tu as un truc à dire, tu cherches tous les moyens de le dire, pour moi. Et ça peut passer par des arts très différents, qui se répondent. Quand tu regardes l'horizon, tu ne sais pas ce que tu regardes, mais ça te fait quelque chose. Axel, assez rapidement, m'a proposé d'intégrer le collectif. Donc on a appris à se connaître, j'ai appris à connaître le travail qui se faisait ici à l'Horizon, à rencontrer un petit peu les autres artistes, etc. Il y avait au départ, je crois, pas mal d'artistes locaux et puis ça s'est un petit peu étoffé. C'est Axel qui nous connaît bien parce qu'on se côtoie quand même régulièrement et qui connaît qui sait notre savoir-faire, qui sait ce dont on est capable et qui nous dit tiens pour tel projet ce serait pas mal que toi ou toi tu interviennes. Alors pour mon exemple, ça se passe comme ça. Pour d'autres artistes du collectif qui n'habitent pas forcément dans la région, c'est un petit peu plus complexe. Et disons que c'est un collectif emmené par une personne qui dirige. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une réunion, un groupe d'artistes qui se réunissent plus ou moins spontanément pour monter des projets. Donc il y a un capitaine et c'est très bien. Le fait d'être en lien avec une trentaine d'artistes qui ne sont pas seulement en lien avec le théâtre ou le cinéma, comme moi j'étais avant, ça ouvre l'esprit, le cœur, et ça fait qu'on se rencontre.
j'ai presque jamais écouté de rock. Ce qui est drôle, c'est que je me retrouve dans un collectif qui est hyper punk pour moi, quoi, qui est dans la résistance et dans les formes hybrides, tout ce qu'on veut plus, qu'on ne veut pas en France. J'ai vu moi aussi l'écueil des fois de certains collectifs qui, au bout d'un moment, humainement, forcément, les égos, surtout quand il y a du monde, les gens peuvent se bouffer entre eux, etc. Et là, c'était d'avoir une gouvernance qui n'est pas collective. Et ça, c'était le cas aussi avant. C'est-à-dire de s'appuyer sur ce collectif, sur les projets en production et nous sur les projets qu'on va chercher en termes de diffusion. En gros, de faire une sorte de compagnonnage avec des artistes, mais ensuite d'avoir un choix et une patte aussi. Et pour avoir une patte artistique, il ne faut pas que ça soit dilué dans plein d'identités, chaque personne a son identité et son, on va dire, sa patte. Et du coup, l'idée là, c'était voilà, de garder cette chose-là et ensuite de faire entrer des gens dans cet univers-là et dans cette famille-là. Et donc les rencontres se font artistiquement souvent comme ça, et bien plus souvent comme ça que sur une découverte d'un spectacle dans un autre lieu. C'est vraiment l'aspect humain ici est essentiel, c'est aussi important que l'aspect réalité du travail artistique, quoi. Et après, il y a un côté aussi dans ce qu'on défend qui sont un peu des aventures artistico-situationnistes, quoi, si je peux dire ça comme ça. Et puis ensuite, il y a des connivences qui se créent, des petites complicités. Un exemple, il y a un photographe vidéaste dans le collectif qui s'appelle Johan Fournier. Je travaille beaucoup avec Johan, et pourtant il n'habite pas dans la région, il habite dans le Gard, dans le sud de la France. Ça fait partie des artistes du collectif avec qui je travaille beaucoup parce qu'on a trouvé vite une complémentarité, une complicité, on a les mêmes références, les mêmes envies. Disons que lui, c'est un vidéaste qui aurait voulu faire de la musique et moi je suis un musicien qui aurait voulu faire de l'image. Donc on se retrouve comme ça ensemble à avoir plein de projets, soit on est sollicités tous les deux, lui sur de la scéno et moi sur la musique pour un spectacle, soit on a créé des projets ensemble, notamment un projet de spectacle autour de la poésie syrienne qui s'appelait Loin de Damas. Arrivés chez les veilleurs du néant, nous avons dit adieu à la guerre, adieu aux portes de la ville. Et nous y avons laissé en consigne nos valises chargées de ruines. Voici des oripeaux colorés par l'aurore et par des larmes. Cette évocation poétique où on mêlait à la fois la musique, le chant, un comédien, très belle projection d'images qui était tout l'environnement du spectacle. Là, je trouvais qu'on atteignait une forme très aboutie du projet, de faire travailler et d'associer des artistes autour d'un même projet. Ce qui me plaît dans la manière dont l'Horizon continue à écrire son histoire aujourd'hui, par le biais d'Axel, c'est qu'Axel, c'est un sportif et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de grand-chose. Et ça se voit dans la manière dont il tient les rênes du lieu. C'est-à-dire qu'il y met beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, d'émotion, mais il le cache. Et qu'il a un côté marathonien et sprinter à la fois. Et que ça se voit dans la manière dont les projets sont menés ici, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une urgence et à la fois on continue. Quand Claude est parti, mais il s'est construit au contraire en complémentarité, en adaptation à une époque, à des formes émergentes qui me semblaient justement très, très pertinentes et un bel hommage à ce qu'avaient fait ses parents, même si c'est un hommage inconscient. C'est un héritage, mais qu'il a fait fructifier d'une façon très personnelle et très pertinente, et qu'il porte avec ce collectif qu'il a eu l'intelligence de créer, parce que c'était pas du tout évident de faire ça. Et les circulations qu'il organise entre les artistes de ce collectif, je trouve, résonnent avec ce que faisait auparavant le Théâtre Toujours à l'Horizon, en invitant des auteurs contemporains, en faisant participer des ateliers et des amateurs. Je trouve qu'il y a une belle continuité. Maintenant, les gens savent qu'ils peuvent venir là, que c'est un endroit de ressources. Axel, il donne les clés, on installe l'éclairage. Enfin, voilà, c'est ça la transformation, elle est incroyable. D'abord, il en a fait un lieu d'accueil, un lieu où on peut vivre, il a fait une cuisine, il a fait... il est prêt à tout. Après, c'est pas facile pour lui, hein.
Je pense que quand même, il porte quelque chose de très lourd. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais c'est quand même très très lourd ce qu'il a apporté comme responsabilité, comme choix, c'est un métier très difficile, hein, très très difficile. Pour sa petite personne, je sais pas, enfin pour sa grande personne, je trouve que c'est bien, mais c'est merveilleux, hein. Chacun se nourrit en fait de l'autre. L'idée, c'est, comme je disais au début, c'est aussi d'être un lieu ressource entre eux. C'est-à-dire que nous, on est là, on fait le lien entre certains artistes. On a monté ce collectif où il y a une famille, en fait, Horizon. Mais après, il y a des ramifications et d'autres branches. Et donc, l'idée, c'est d'être le lien entre eux. Johan Fournier et Hildebrand, par exemple, ils se sont rencontrés comme ça. Et depuis, c'est limite un binôme artistique sur plusieurs projets. Donc ça, après, ça ne nous appartient plus, mais c'est intéressant pour nous d'être effectivement à la genèse de ces rencontres-là. J'ai rencontré l'Horizon au festival de l'Horizon fait le mur. C'est vraiment là où j'ai eu... Moi, j'étais choquée parce que c'était la première fois où je voyais des formes hybrides comme ça. Et j'avais pas pensé, en fait. Donc ça a été très inspirant de voir le premier festival. La première année, ça a vraiment été scénographié par Carabosse. Et le village était vraiment tout illuminé. Et rien que ça, il n'y aurait eu que ça, c'était magnifique. Il n'y avait que des feux partout. Voilà. Je ne sais même pas si c'est permis encore aujourd'hui, parce que c'est dangereux le feu. Et c'est pas une anecdote, quoi, mais c'était vraiment un moment d'émotion pour moi. Ce qui est important pour moi, parce que ça fait sens, parce que c'est sincère et que ça coule de source, c'est-à-dire que l'Horizon a fait son festival à la Laigne, parce qu'il y a des gens qui sont presque de la famille des Landy, qui habitent là-bas, et que ça s'est fait très naturellement. Et je trouve ça... incontournable, le fait que ça se fasse par l'humain, par les histoires humaines qui se sont tissées. Si on va s'implanter quelque part, c'est parce qu'il faut d'abord qu'on ait raconté une histoire avec des gens qu'on aime. Sinon, c'est que de la démarche politique, politico-culturelle, et c'est très bien, mais il faut aussi que ce soit sincère, implanté pour de bon, et que ce ne soit pas seulement une démarche de poudre aux yeux, quoi. On a monté le festival là-bas, dans ce village, parce qu'on a un lien fort avec ce village. Un ancien marin connaissait ce bâtiment, venait pointer ici, a aussi été en lien avec la compagnie avant, est marié avec ma directrice d'école quand j'étais petit, et ils habitent ce village à la Laigne. Et donc, il y avait des fêtes l'été dans ce jardin, et les habitants ont voulu institutionnaliser ces fêtes, en faire quelque chose autre que des fêtes privées. C'est la vraie politique pour moi, quoi. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que le fait de faire pareil un festival dans un village comme la Laigne, avec une programmation un peu plus indépendante, alternative. Alors, il y a des têtes d'affiche le soir en musique, mais la journée, on peut voir des performances et des choses un peu plus barrées, on va dire. Ça fait bouger les lignes plus que si je faisais ça en centre-ville. Moi, je viens de l'éducation populaire, bon, pas Axel. Donc, c'est pour ça que je partage beaucoup de choses avec quelqu'un comme Renucci et d'autres. Je viens aussi de tout ce monde-là, donc j'ai cherché à développer ça. Et je trouve qu'Axel, à sa manière, le fait aussi. Parce que le Festival de la Laigne, c'est vraiment ça. C'est surtout pas des deuxièmes francopholies, c'est au contraire de garder une forme d'échange, de convivialité, comme on dit, de ne pas devenir une trop grosse chose, en tout cas. C'est une ovni qui est tombée dans le village, mais en même temps, c'est très logique. Il n'y a pas d'excentricité là-dedans. Ça s'est déroulé tout à fait naturellement. Eh bien, oui, je n'étais pas vraiment au courant. Ça s'est passé dans le jardin. Je sais qu'on recevait beaucoup d'artistes, beaucoup de gens comme ça, parce que ça a toujours été. Et puis d'autres gens. La maison a toujours été ouverte. Et il paraît que c'est un soir, mais je ne devais pas être forcément là, je ne sais pas, où on faisait beaucoup de fêtes aussi, beaucoup de choses comme ça, où ça a été décidé. Et je ne m'en rappelle pas, moi. Mais... Bon, après, je dirais que c'est quelque chose de très chouette. C'est intéressant.
l'organisation même du festival, elle n'est possible que par les habitants. S'il n'y a pas les habitants, il n'y a pas de festival. On ne fait pas un festival juste avec un directeur artistique, une équipe restreinte qui fait une programmation et on paye des techniciens, c'est pas comme ça. Les bénévoles sont des gens issus du village et environnants, et en même temps une participation, une ouverture de ces habitants qui... bon, alors il y a toujours ceux qui sont contre, sont pour, etc., mais cette ouverture-là, ils voient des choses, ils participent à des choses. C'est une gageure invraisemblable, puisque c'est un festival indépendant, c'est-à-dire qu'il est dans un village, à la campagne. Alors nous, on en sait quelque chose, on va répéter là-bas tous les 15 jours, et on voit bien les difficultés que ça représente, et éventuellement les hésitations des habitants qui ne sont pas tous. Alors il y en a plein, il y en a qui jouent avec nous d'ailleurs, il y a quelques opposants, enfin, c'est toujours un peu la même histoire. Mais Axel, en ça, il a peur de rien. Hein. Bah, je pense que c'est prendre les gens pour des gens intelligents et sensibles. C'est pas parce qu'on est dans le milieu rural que c'est des cons. Donc oui, plus ça va, plus on va loin, plus on va dans un endroit désertique, plus il faut être précieux. Mais voilà, je trouve que les gens, quand on ne se moque pas d'eux, quand on fait une vraie proposition artistique, qui est une proposition... Quand je parle d'humilité, c'est important pour moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire « nous », on est là pour dire « ensemble ». Il n'est pas en milieu conquis. Il a décidé il a été emmené un petit peu par les gens du village, par nous, mais il a accepté d'aller dans un endroit où ce n'était pas gagné de faire ça. Plutôt que d'aller en pays conquis et d'apporter, quand même, ce qu'il apporte, c'est quand même assez nouveau. C'est toujours en recherche de choses nouvelles. Donc, c'est pas forcément ce que les gens auraient voulu avoir. Et là, il amène ça comme ça, il le fait et ça marche. Donc il faut être très fort pour faire ça, très courageux. Et puis, ça ne va pas dans le sens des choses, c'est-à-dire c'est un truc à part. Je ne vois pas beaucoup de spectacles, moi, à la Laigne, pratiquement pas. Je suis toujours pris. J'ai un hangar, je lui prête tout. La scène du lavoir, c'est moi qui entretiens le terrain. Enfin, moi, plus maintenant, parce que j'y arrive plus. Pendant le festival, j'ai une belle anecdote aussi. Donc, il y a eu Jean du Voyage qui a fait un solo, qui d'ailleurs est quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie de bosser aujourd'hui. Quand Jean du Voyage il mixait, il y a Yulia qui devait monter sur scène pour danser. Et en fait, je commence à entendre des cris. J'entends des Jean, ils veulent pas me laisser rentrer et tout. Et on comprend rien et au moins on se dit mais c'est une folle qui veut rentrer, ou bien c'est une mise en scène. C'était pas du tout une mise en scène. En fait, les vigiles ne la laissaient pas monter sur scène. Et en fait, elle est montée sur scène, mais par colère et par j'ai le droit d'exister, mon art, elle a le droit d'exister. En fait, il y avait quelque chose de vraiment comme ça. Et du coup, c'était la grâce pour moi, ce solo. Enfin, ce duo avec Jean du Voyage, entre Yulia et Jean du Voyage. C'était magnifique. Quand on programme Otomo en rue à 16h sur une performance dans un village, sur un territoire donc rural, où c'était la performance qui s'appelle Toutes nos terres sont conquises, qui est une performance assez poussée dans le texte, autour d'un boxeur et de la liberté. Et du coup, il y a de la nudité, il y a de la graphe, ça graffe le texte. Donc ça, c'est vrai qu'en rue à 16h, avec des enfants, des adultes, des vieux du quartier, c'était assez poussé. Et on a un souvenir, on a une photo qui a été prise par un des photographes du festival, où il y a 3 mamies du village, Otomo à un moment est de dos cul nu, et puis on voit les 3 têtes des grands-mères, comme ça, regardez les têtes d'Otomo. Et du coup, et après, c'est ces personnes âgées du village qui sont venues nous voir en disant « mais c'était super, on a découvert un truc ». Donc c'est là où je disais, on sait qu'on a réussi un peu notre coup. C'est risqué, hein. Moi, des fois, je dis « oh là 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 là, Axel, vous êtes tu as là ». Voilà, créer le festival paradoxal avec Otomo d'Immanuel, qui est quand même une espèce de perche hallucinante. Il est magnifique, hein. C'est un Giacometti. Voilà. Et puis les artistes qui sont venus sur ce festival, il y avait quand même des propositions qui étaient pas faciles. Hein.
Et c'est très bien que ça recommence. C'est très bien qu'il ait fait ça. Et c'est vrai que ça n'existe pas à La Rochelle, mais nulle part. Hein. Effectivement, Otomo, c'était une rencontre qui nous a amené aussi vers un peu plus de projets autour de la performance. Moi, ce n'est pas ma connaissance de départ en termes de spectacle vivant, mais c'est des choses qui m'ont toujours intéressé. Et puis le côté être un labo de recherche aussi. On a fait 2-3 projets avec lui, d'abord en diffusion, au festival. Et après, lui, il avait monté des festivals, notamment les Cabarets Rouges, Totem, qui est assez connu à Nancy. Donc il était habitué à l'événementiel. Et on est parti dans le fait effectivement, de créer une première édition de Paradoxal. Et là, il va y avoir une deuxième en mai prochain. Donc l'idée, voilà, c'était de confronter le public à des choses un peu plus poussées en termes d'art total, quoi. Et d'amener, pareil, des performeurs différents aussi, et de faire un panel de la performance. Il fait venir des gens. Alors, il y a eu la première partie dehors avec un type couché sous un tas de sable, entièrement recouvert de sable. Tout le monde se dit, mais comment il fait pour respirer? Parce que c'était ça la question. Et c'est assez invraisemblable. Et ça fait venir des gens que j'ai jamais vus ailleurs. Mais jamais. Ça m'a bouleversée. C'est Olivier de Sagazan, que j'avais jamais vu en vrai, et qui a présenté son travail avec l'argile. J'ai trouvé que c'était absolument fascinant, cruel, violent, étonnant. Et puis, alors pour le coup, une résistance, parce qu'il s'étouffe quand même, hein, c'est magnifique. Déjà, je viens des années 70 et il y a beaucoup de choses qui sont nées dans les années 70, notamment les performances, tout ça. Il y en avait beaucoup, y compris dans le festival de La Rochelle. Hein. Donc, je trouve ça très bien qu'il ouvre la porte de l'horizon. Parce que finalement, maintenant, c'est une période beaucoup plus... sécurité, tout devient danger, les enfants jouent plus dans la rue, etc. Bon. Et ben, allons contre ça, quoi, justement. Et montrons des choses différentes. Mais je m'y retrouve aussi avec des propositions comme ça, même si j'aime pas particulièrement qu'on s'agrafe, qu'on se mette des agrafes sur le corps, c'est pas trop mon truc, mais bon, ça c'est pas grave. Ils sont tous tatoués en plus. Quand je reviens ici, à chaque fois, j'ai l'impression que je me régénère. C'est comme si on revenait à la source de pourquoi on fait de l'art. Et cette question, on peut l'oublier, mais tellement. Et à chaque fois, je reviens et je recomprends pourquoi. Je vois des performances aussi qui... Ouais, à chaque fois, ça me rappelle ça, en fait. Que l'art, c'est une résistance. Ce que je leur souhaite, c'est de résister, déjà. Je pense que c'est possible. Et je leur souhaite d'avoir toujours le regard aussi loin. C'est-à-dire de toujours être un peu au-dessus des choses, ou faire un pas de côté, de bien rester à leur place, de ne pas changer de façon de voir le monde, de lire le monde. Parce qu'ils ont une lecture qui est multiforme, qui est très jolie, qui est très riche. Donc je leur souhaite ça. 30 années encore. Ouais, on souhaite que l'horizon ne fasse que continuer. Je l'ai dit, moi je suis très attaché au long terme, aux histoires qui s'écrivent sur la longueur. Moi c'est ce que je leur souhaite le plus, parce que la longévité, ça implique plein d'autres choses. La longévité, ça implique le travail régulier, ça implique la sincérité, ça implique la fidélité. Donc moi ce que je leur souhaite, c'est la longévité, parce que ça permet de leur souhaiter plein d'autres choses qui vont avec. Ah oui, il faut que ça continue, parce que en fait, c'est un lieu de témoignage de la société. C'est-à-dire que, évidemment, enfin, c'est pas original ce que je vais dire, mais qu'on expose, qu'on danse, qu'on chante,
qu'on fasse du théâtre, qu'on fasse des performances, ça parle de la société. Et j'aurais bien aimé que ça soit mieux compris, enfin j'aimerais bien que, peut-être que ça va s'améliorer, mais que ça soit mieux compris par certains responsables qui ont surtout les cordons de la bourse, quoi. Ouais, ça serait formidable. Mais dans politique culturelle, il y a politique. On est des petits marins, on navigue à vue, tu vois. On a l'horizon, ouais, mais alors l'horizon sur 30 prochaines années, non, j'espère que ça... Disons que c'est tellement compliqué de rester libre et associatif que j'espère que voilà, on pourra garder cette liberté-là et que ben, ça ne sera pas lissé et que ça ne deviendra pas un lieu, même quand on n'y sera plus. Moi, l'idée, ce n'est pas forcément de rester ici ad vitam aeternam, hein. C'est aussi à un moment donné que des artistes plus jeunes s'emparent du lieu si un jour il y a une autre passation, quoi. Il y a une chose aussi qu'on peut dire par rapport à Claude, Claudie et Axel, c'est que ce sont des gens fidèles et que quand ils accompagnent un artiste, ils l'accompagnent longtemps. Et en ce qui me concerne, j'ai dû jouer chaque année ici, et là il va aussi accueillir la prochaine création. Donc c'est quand même des compagnons de route importants, parce que la diffusion c'est compliqué. L'horizon c'est cette perspective de regarder loin devant soi, de ne pas être le nez derrière le regard, mais d'avoir cette espèce d'appétit de renifler l'espace poétique. Oh bah c'était bien dit ça, dis donc. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de pouvoir vous faire ce petit message depuis Marseille, où nous avons également à la crier notre lancement de saison en cette mi-septembre. C'est pourquoi je ne peux pas être des vôtres. Donc c'est un plaisir de m'adresser à vous, de vous dire combien j'aime votre lieu, combien j'aime les actions qui s'y déroulent, à la fois dans la production, dans l'accompagnement, dans les résidences et puis dans votre festival de la Laigne auquel je pense également dans les circonstances d'aujourd'hui et sachant qu'il ne peut pas avoir lieu. Je salue tous les habitants qui peut-être pour certains d'entre eux sont présents ce soir et puis toute l'équipe, Axel, Claudie et vous tous, je suis avec vous un petit peu depuis la criée de Marseille. Amitié, Robin.